c'est Bonjour Renaud. Des applaudissements nourris destinés à une star du football. Djibril Cissé qui vient d'écrire une autobiographie, Un lion ne meurt jamais. C'est vrai qu'en fait, parmi les fans de foot, il y a deux mots qui reviennent souvent. Ce sont attachant et force de caractère. Attachant parce que c'est un joueur qui a toujours aimé, il a adoré porter le maillot de l'équipe de France. Et ça fait plaisir à tous les supporters. Et puis force de caractère parce que il a un mental hors norme. Il a un mental exceptionnel. Alors avant de devenir l'un des joueurs les plus connus du monde, vous étiez d'abord le benjamin d'une famille de 7 enfants. Ouais. Comment vous décririez les relations que vous avez eues avec vos frères et vos sœurs ? Très bonne parce qu'on avait une situation à la maison qui était pas facile. Notre papa nous a quittés, moi j'avais 2 ans et ma mère nous a élevés toute seule avec 7 enfants. Alors eux, vos frères et sœurs, ils sont nés en Côte d'Ivoire. Ouais. Vous êtes nés où ? Moi je suis né en France, à Arles. On est 2 à être nés en France et sinon ils sont tous nés en Côte donc d'Ivoire. votre père vous a quitté alors que vous n'aviez que 2 ans. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien de la famille ? Ça a dû être difficile. Ah oui, après économiquement c'est pas la même histoire. Il faut que ma mère se débrouille toute seule. Il faut trouver quelqu'un pour nous garder pendant que ma mère va travailler. Donc c'est pas simple. Et ma mère travaille du lundi au lundi. Elle enchaîne, elle prend tout ce qui arrive pour pouvoir nous nourrir. Mon frère, souvent... Elle faisait quoi comme boulot, votre mère ? Beaucoup de ménage, c'était à base de ménage, quoi. Ouais. Et souvent, moi, c'était mon frère qui m'amenait avec lui au collège, qui me mettait au fond de la classe, parce qu'il n'y avait personne pour me garder, qu'on ne pouvait pas s'offrir le luxe d'avoir une nourrice. Et vous aviez quel âge à l'époque, quand il vous emmenait 2 ans, 3 ans. Ouais. Ouais, 3 ans. Vous en gardez quel souvenir de cette enfance ? Mais que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs, parce qu'il y avait de l'ambiance. Il y avait des rires, il y avait de la joie, il y avait peut-être vous aviez pas combien, de moyens, vous mais étiez combien de frères et sœurs ? On était 7 en tout. Waouh. 4 garçons et 3 filles. Alors j'imagine que vous avez une immense admiration pour votre mère ? Oui. Ah oui, non, ma mère, c'est... Pour moi, il y a Dieu et il y a ma mère. Il n'y a pas... Elle a été forte, elle a été douce, elle a été une mère, elle a été un père, elle a été un ami. Et votre père, vous en pensez quoi ? Il le sait. Père à son âme, il nous a quittés. Mais voilà, il sait ce que je pense de lui et c'est entre lui et moi. Quelles étaient vos idoles ? Mon idole, il n'y en a eu qu'un. Et il n'y en a qu'un, c'est Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin ? Ouais. Pour moi, c'est l'attaquant parfait, c'est le numéro 9 parfait, c'est l'avant-centre parfait. Voilà. Et d'ailleurs, finalement, comme Jean-Pierre Papin, vous avez aussi évolué au poste d'attaquant à Marseille. Et vous l'avez donc rencontré plusieurs fois dans votre carrière. Et bien aujourd'hui, vous allez vous apercevoir que c'est lui qui vous considère comme un grand joueur. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il a tenu à vous adresser un message. Petite surprise. C'est beau ça. Salut Djibril. Quelques mots pour déjà te remercier pour les quelques attentions que tu as eues dans ton livre à mon sujet. C'est vraiment très sympa. Moi, pour te féliciter de ton immense carrière, parce que toi aussi tu as été un grand. Ce qui me rend fier surtout aujourd'hui, c'est d'avoir pu être pour toi un modèle. Et que dans nos rencontres qui ont pu avoir lieu ces dernières années, je garde en souvenir en particulier un après-midi à Auxerre où Giroud nous avait fait faire l'entraînement tous les deux et où derrière tu avais retrouvé le chemin du but. Voilà, je regrette simplement que tu n'aies pas pu faire la Coupe du Monde à cause de cette vilaine blessure à la jambe. Mais bon, la carrière c'est comme ça aussi. Alors je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et surtout que ton bouquin soit un succès. Salut Djibril. Alors manifestement il était à la montagne, il doit être au ski avec ses enfants. On avait eu l'occasion de le recevoir, Jean-Pierre Papin, dans cette émission où il était venu nous parler de son enfant qui a besoin de surstimulation, je crois que c'est un vrai combat qu'il mène au quotidien. Une réaction peut-être à ce témoignage ? Ça me touche, parce que je vous dis, pour moi, ça a toujours été un modèle, et encore aujourd'hui, et de l'entendre dire ces quelques mots à mon sujet, c'est beau. Alors, à l'âge de 8 ans, vous avez toujours joué au foot, mais c'est à l'âge de 8 ans qu'on a commencé à s'intéresser à votre jeu de jambes, il paraît. Qu'est-ce qui vous différenciait des autres jeunes joueurs à l'époque ? À l'époque, j'étais plus grand en taille, plus rapide, beaucoup plus rapide.
et plus puissant. Mais voilà, j'avais quelques lacunes. Techniquement, j'étais pas terrible. Et niveau foncier aussi, j'étais pas répéter les efforts. J'avais pas forcément une grande endurance. Ouais. Alors, votre premier coach, Alain Gilles, vous a pris sous son aile et pour vous, ça a été comme une révélation. Ouais, c'est vrai qu'il s'est intéressé vraiment très vite à moi. Il a peut-être vu qu'il y avait quelque chose à faire. Et voilà, c'est vrai que souvent, il me prenait après les entraînements, il me montrait des exercices pour me être un peu plus performant dans ce que je savais faire et aussi travailler mes lacunes. Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai pu progresser plus rapidement que les autres, parce qu'il m'a donné cette attention un peu. Donc vous êtes rentré dans un centre de formation, et puis les choses sérieuses ont vraiment débuté en 1996, quand Guy Roux vous a contacté. Alors j'imagine que vous vous souvenez de ce moment. Ah oui, oui. Il appelle à la maison, et il était en Angleterre à l'époque, parce qu'il commentait l'Euro 96, qui était en Angleterre. Et lui, personnellement, il a appelé ma mère, et c'est ce qui a fait... Pencher la balance. Voilà, je pense que ma mère a changé d'avis. Parce qu'elle ne voulait pas, elle n'était pas d'accord de vous laisser c'est loin, partir. c'était à 600 km. Ouais. Puis j'avais 13 ans à l'époque. Ouais. Voilà, puis il a appelé ma mère, il a fait des promesses qu'il a tenues. Entre autres promesses, il lui avait dit quoi? Que je tiendrai parole, je ferai vraiment attention à votre fils, je le ferai progresser et je ferai de lui un champion. Donc j'imagine qu'il y a un lien particulier qui s'est instauré entre Guy Roux et vous. Est-ce qu'il a pris une fonction un peu paternelle? Oui. J'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Voilà, ça a été mon père de 13 ans à mon départ à 24 ans. C'est-à-dire, il avait de l'autorité sur vous, ouais, il vous engueulait, il vous... Ouais, je le craignais comme mon père, quoi. Ouais. Comme mon père, quand ça allait pas, il venait à la maison, il m'amenait à manger. Il agissait comme un père. D'ailleurs, nos téléspectateurs ont eu la chance de le découvrir sur ce plateau il y a quelques années. Il avait notamment raconté ses nombreuses ruses, ses trucs et astuces pour fliquer les joueurs. Je suis sûr que vous vous en rappelez de quelques-uns. Vous parliez d'autorité, justement, on va regarder. Vous avez l'image du type qui comptait les kilomètres sur le compteur de la mobilette, qui surveillait les sorties de boîte de nuit pour voir s'il n'y avait pas ses joueurs à l'intérieur. Comment vous avez concilié cette image avec votre réalité ? Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai parce que, évidemment, pour bien jouer au football, il faut dormir la nuit. Il faut presque tomber dans des pratiques policières, avoir des renseignements par les caisses d'autoroute pour savoir qui passe en direction de Paris. Dans les discothèques, c'est sûr qu'au début, quand j'étais plus jeune, je faisais des patrouilles à n'importe quelle heure de la nuit. Maintenant, c'est plus facile, sur les dernières années de ma carrière, parce qu'il y a les caméras de sécurité, on peut avoir les films. J'en vois toujours un qui tenait une louche de sangria comme ça, et quand il m'a vu entrer, il est devenu un Romain de Pompéi, vous comprenez? Vous rencontrerez sans doute plusieurs de mes anciens joueurs. Ils vous diront que j'étais pas du tout père Frétard côté du cœur, mais je pense que pour eux, c'est des souvenirs merveilleux, y compris Basile Boli avec la fameuse mobilette que j'avais attachée. Est-ce qu'il avait attaché la mobilette de Basile Boli? Pour éviter qu'il sorte un peu trop. Ouais, apparemment Basile sortait un peu trop, donc il y a attaché sa mobilette pour plus qu'il sorte. Et alors vous avez des anecdotes avec lui? Oui, moi au péage, il arrivait à savoir. J'allais à Paris, j'allais dans un magasin qui était mon sponsor, et à chaque fois, 5 minutes, maximum 5-10 minutes, je recevais un appel et il me disait je sais que tu es là, je sais que tu es là. Je dis mais comment il fait? J'ai des caméras dans la voiture, je sais pas comment. Ouais. En fait, il avait ses entrées au péage, et quand on passait au péage, on l'appelait pour lui dire qu'on passait. C'est pour ça que maintenant, ça arrange Djibril que les péages d'autoroute soient avec la carte bleue et qu'il n'y ait plus de guichetier. Parce qu'on peut faire le mur. Il était très malin. Vous êtes entré en équipe de France pour la première fois en 2002. Oui. Quel effet ça fait de côtoyer des grands joueurs comme Zinedine Zidane ou Lilian Thuram? Déjà, avant de les côtoyer, il y a eu une anecdote. C'est que je suis chez moi en train de faire la sieste, et Henri Émile, qui est l'intendant, qui m'appelle et qui me dit « Allô, Djibril ?» Moi, je raccroche, bien sûr. Je suis raccrochonné une fois. Pourquoi vous croyez que c'était une blague? Oui, j'ai 20 ans.
J'ai 20 ans, qu'est-ce que je vais aller faire qu'est-ce que l'équipe de France a besoin d'un joueur de 20 ans? Ça me rappelle une deuxième fois, non, Djibril, c'est vrai, c'est Henri Mid. Voilà, c'était pour te dire que tu viens avec nous en stage. Ah, ouais, ok. Deuxième fois, je raccroche. Après, bon, ça me perturbe un peu et je fais quelque chose que je fais très rarement, c'est que j'arrive en avance à l'entraînement. Pourquoi d'habitude vous êtes en retard? Souvent, souvent, ça m'arrivait souvent. Juste à l'heure, parce qu'en fait, quand les Oui, juste à footballeurs l'heure, ouais, oui, sont en retard, ils ont des amendes. Oui, et en juste. général, ils se débrouillent pour être là juste avant la sonnette. Juste 2-3 minutes avant. Et je vais voir le coach. Je vais dans le bureau et je lui dis, coach, vous avez reçu un appel dans Rémi? Et là, le coach me dit, oui, ça fait 3 fois qu'il t'appelle et tu l'envoies chez... J'ai dit, bon. Donc finalement, on le rappelle ensemble. Je m'excuse et voilà, en fait, ça a commencé là et après... Et alors, il vous dit quoi? Ben, lui, il le prend bien parce qu'il il a senti que c'était l'émotion et que j'étais pas forcément prêt pour... Donc il vous propose de pour être partir en retourné. stage avec eux. Voilà, donc je fais le stage à Tignes avec l'équipe de France et après je fais partie du groupe France qui fait la Coupe du Monde en 2002. Je crois qu'il y a un Zizou qui un jour a flashé sur votre sac à dos. Ouais, Et il me le l'a soir, braqué, j'ai ouais. entendu parler de cette histoire, vous revenez dans votre chambre, Ouais. et vous videz votre sac à dos et vous êtes tellement fan de Zizou que vous allez lui offrir votre sac. Ouais, à l'époque j'avais un sac, il y avait un numéro 10 dessus. Quel numéro de Zidane? Qui est son numéro. Et il m'attrape, il me dit, oh, t'as un sac avec mon numéro, mais en rigolant. Moi j'ai 20 ans, Zidane qui me dit ça, je commence à trembler un petit peu, quoi. Et donc du coup je rentre dans ma chambre et ça me travaille, quoi. Ça me travaille, je dis putain j'ai le sac à Zizou, c'est pas bien et tout, comment je fais? Donc je vide toutes mes affaires et je vais taper à sa chambre. Je tape à sa chambre et je lui donne mon sac. Il me dit non mais je rigolais. Je dis non tiens c'est ton sac, je peux pas. Donc du coup il m'a donné un vieux sac. Qui a eu une valeur Et il a eu un sac énorme, neuf. j'imagine, Voilà. pour vous. Mais c'est pour vous dire le respect Ouais. que j'avais pour lui et que j'ai encore pour lui. Et alors, on vous chambrait sur vos looks, paraît. Ouais. Qui vous chambrait? Les habits, c'était plus du gaz, Zizou, les Arazou. Les cheveux, c'était plus Lilian, Thuram. Ils avaient fait des équipes. Pourquoi ces looks? Vous aviez besoin de vous démarquer des autres? Non, j'ai toujours été comme ça. Déjà, ouais, petit, déjà, j'allais dans les armoires de mes frères et je leur piquais les habits pour être un peu en avance avec mes potes. Et après, j'ai toujours voulu... En fait, c'est pas bête, Je sais parce que du coup, on le remarque aussi sur le terrain. Ouais. Hein, Ouais, Renaud, effectivement. vous avez Ça- étudié les looks Ben de oui, parce Djibril. qu'il est aussi connu pour ses looks, pour Ah non, on ses avait pas coupes, fait ça. pour ses styles. En fait, c'est ce qui m'a donné l'envie. J'essaie d'oublier des époques comme ça. Mais Ah, mais pourquoi on a des belles vous photos. les assumez pas, ces looks, aujourd'hui? Si, mais peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais peut-être pas fait ça. Aujourd'hui, vous êtes sage? Est-ce que vous pouvez vous lever, là, qu'on voit comment vous êtes habillé, s'il vous plaît, monsieur? Bon, j'ai rien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rien. Je perds mon écran. Pas mal, quand même. Hein? Pantalon en cuir, chemise longue et vestes de Chemise costume. longue, Mais c'est vrai que veste de smoking. Il y a quand même une grosse attention portée au look. c'est recherché. Mais Alors. j'étais chez moi, Waouh. je rédigeais la bio de Djibril Cissé. J'ai une amie qui passe et qui me dit sur quoi tu travailles. Je dis bah, sur Djibril Cissé, je rédige une chronique. Ouais. Elle me dit mais c'est qui? Et alors là, je tape le nom de Djibril Cissé sur Internet, je lui montre la photo et elle me régale d'un « Ah, mais c'est lui le blond !» Bah oui, le blond, parce que en fait, j'ai l'impression que les téléspectatrices qui nous regardent connaissent surtout Djibril pour ses coupes de cheveux, pour son style. Alors quand je dis coupe, c'était des dessins, c'était des crêtes, parfois rouges, parfois même vertes. Hein. En Angleterre, on vous a vu avec une crête verte. Moi, j'avais des amis, des adolescents de mon entourage dans les années 2000, parce qu'en fait, Djibril, c'était un peu un précurseur, un visionnaire. Ils allaient chez le coiffeur et ils demandaient la coupe Cissé. Il y en avait même qui demandaient la barbe Cissé, parce qu'il l'avait teint en blond. Il l'a d'ailleurs toujours en blond. Mais cela dit, c'est un spectacle d'être sur un terrain de foot. Ça fait partie du spectacle, non, j'imagine? Ouais, c'est devenu un show maintenant. C'est devenu. Ouais. Les équipementiers d'ailleurs l'ont bien compris et ils font des chaussures un peu plus Il y avait flashy les unes que les autres. des toiles d'araignée, vous avez des motifs. Ouais, j'ai Motif fait beaucoup de tribal. choses. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses. Et il portait aussi des jupes pour hommes. Donc c'est vrai que ça a été quand même un précurseur. Et puis surtout, il adore les tatouages. Alors quand je dis les tatouages, il en a un nombre incalculable sur lui. Et ils sont tous aussi On a variés vu. les uns que les Voilà. autres. Ça va du prénom de ses enfants à une tête de mort mexicaine fleurie. Vous avez aussi des ailes d'ange dans le dos, des taches de léopard. C'est une véritable œuvre d'art à lui tout seul. Et ils sont très variés ces tatouages. Hein. Ouais, parce que j'aime plusieurs styles de tatouage, donc voilà, c'est un mélange.
Alors, en octobre dernier, c'est avec beaucoup de tristesse que vous avez annoncé votre retraite forcée. Depuis, vous occupez votre vie entre votre famille et 2 autres passions, la mode, justement, et la musique. Et pour la première fois à la télévision, vous avez ouvert les portes de votre univers à notre équipe du côté de Bastia, en Corse. Ouais. Près de Bastia, en Corse. C'est dans cet hôtel qu'il connaît bien que Djibril Cissé a souhaité nous emmener. Pour nos caméras, il a accepté de dévoiler son quotidien, autre que celui du footballeur. Ça copine? Ça va et toi? Ça va? Ça y est, tu es de retour? Ouais. Quelques jours. Michael est là? Oui. Quand il est arrivé en Corse, il y a 3 ans, c'est auprès de Virginie et Michael, les responsables de l'établissement, qu'il a trouvé ses repères. Regarde qui je t'amène. Oh, c'est beau ça. Comment tu vas? Ça va, hein? Tu es en forme? Toujours bien quand je suis là. Ça fait plaisir. Ça va? Impeccable. Tu tombes bien, j'ai un truc à te faire goûter en plus. Quoi? Tout ce que t'aimes. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça avec tes petits champignons. Un footballeur, ça fait partie du truc de tout changer à chaque fois, de changer de vie, de refaire des amis. Mika, c'est la première personne que j'ai rencontrée en arrivant à Bastia, en fait. Parce qu'il m'a attendu à 1h du matin. Il m'a fait 31 décembre. 31 décembre. Il m'a fait à manger, et voilà, on est restés proches et maintenant je les compte parmi mes amis proches. Dans la vraie vie, il est simple. Il est totalement opposé de ce qu'on peut voir justement sur un terrain de foot. C'est 2 personnages complètement différents. Comme Michael, Virginie appréhendait l'arrivée de Djibril Cissé dans son établissement. Mais finalement, c'est une star loin des clichés qu'elle a découverte. À l'époque, je ne savais pas du tout qui c'était. Donc je voyais mon frère qui était tout excité, tout nerveux. Alors moi je me suis dit, bon, puisqu'il est si connu que ça, est-ce que les chambres vont suffire? Est-ce que, parce qu'elles sont pas super grandes, c'est pas des suites et tout, est-ce qu'il va falloir passer une cloison? Enfin moi il m'est venu plein de choses en tête. Et en fait, c'était peut-être le footballeur le plus connu qu'on a eu et finalement ça a été de loin le plus simple. De vraiment très très loin le plus simple. Moi, il y a un lit, il y a une petite place pour ranger mes affaires, voilà, ça me suffit. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, même moi, de temps en temps, quand je regarde des photos, je me dis, ouais, c'est vrai qu'on peut croire que ouais, je suis un petit con. Il faut faire l'effort de connaître la personne et on voit que c'est l'opposé, quoi, en fait. Mais qui est vraiment Djibril Cissé dans l'intimité? C'est ce que nous avons voulu savoir en nous rendant chez lui. Vous êtes chez moi, je vous montre un petit peu. Ici, c'est plus une pièce où je viens me détendre, où je viens écouter la musique, vu que la partie familiale est plus en haut, où il y a le bébé qui vit, donc mettre la musique forte et mixer un peu, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de trop lui mettre de décibels dans les oreilles, donc je me suis fait cette petite pièce. Donc vous pouvez voir, il y a des photos de matchs gagnés, des finales, un peu de déco perso, et voilà, j'aime bien cette salle, j'aime bien être là. Après 15 années à jouer sur les terrains, l'ex-attaquant de l'équipe de France a bien sûr de nombreux souvenirs de cette époque. Des souvenirs d'autant plus précieux qu'il a dû mettre fin à sa carrière en octobre dernier à cause d'un grave problème à la hanche. De se dire, voilà, je suis obligé de m'arrêter parce que mon corps ne veut plus. C'est dur parce que j'avais pas forcément envie d'arrêter. Mais voilà, il faut écouter son corps, c'est le plus important, la santé. Là, je viens de me faire opérer. On va voir s'il y a une petite chance de revenir ou pas, mais voilà. Pour l'instant, je joue pas et ça chatouille un petit peu. Ouais. Un peu de nostalgie de se voir là avec les anciens potes, mais plus de la fierté. Et ça fait du bien de voir. Voilà, je vais vous présenter le reste de la famille. Ma belle-mère, Nicole, ma fiancée Marie-Cécile et le petit qui dort, comme vous verrez pas. On s'est rencontrés à une soirée d'anniversaire. Le courant est passé tout de suite après parce qu'il y a eu une espèce de déclic. Djibril est assez pudique dans la vie de tous les jours au niveau même des sentiments et tout ça, machin. Il est quand même assez réservé. Donc il le démontre par d'autres manières en fait. C'est important d'avoir un contact quand même avec sa famille parce que c'est la base de tout, c'est le moteur, c'est l'essence, c'est ce qui vous fait avancer.
Le petit a besoin d'avoir des repères et ça fait 1 an, on ne dirait pas que ça fait autant de temps qu'il est avec nous. Les moments importants, c'est bien d'être là. Et on sent le grand sentimental pudique. Ouais. Pourquoi vous avez accepté de vous dévoiler un peu plus aujourd'hui? Ben, je pense qu'avec avec l'âge, j'ai peut-être envie d'ouvrir un peu plus, de m'ouvrir un peu plus aux gens et de les laisser me connaître. Pas Djibril le footballeur, Djibril l'homme. Alors c'est qui Djibril l'homme? Ben, c'est comme ma fiancée l'a dit, je suis très pudique, je suis très timide. C'est dur, peut-être dur à très croire, sensible. mais ouais, avec l'âge je suis devenu un peu plus sensible. Ouais. Alors on a quand même appris dans le reportage là que vous êtes en train de vous entraîner. Sérieusement, très sérieusement, vous n'avez pas dit votre dernier mot manifestement? Ben, je me suis fait opérer, je me suis fait poser une prothèse de hanche. Les résultats sont, même le chirurgien est vraiment très content et voilà, il pense qu'il y a une petite chance de rejouer. Donc s'il y a une petite chance, moi je tenterai le coup. En fait, vous n'aimez pas la manière dont vous vous êtes arrêté? Non, Et puis s'arrêter à 96 buts, c'est pas satisfaisant? Non, c'est comme avoir dragué une femme pendant toute sa vie et la rater de ça, quoi. Donc, vous apprécierez la comparaison. Alors, en novembre dernier, vous avez fait paraître votre autobiographie. Vous y racontez votre parcours exceptionnel. Et vous ne manquez pas de remercier tous ceux qui ont compté pour vous. Et parmi ces personnes chères à votre cœur, vous avez parlé de Giroud tout à l'heure, mais il y a quelqu'un d'autre qui a été important pour vous. Il s'appelle Alain Gilles. Et on a eu envie qu'il vous rejoigne. Et il est là pour vous aujourd'hui. Des surprises, hein? C'est bien. Bonjour. Faites des surprises. Ça va? Ça va? Et oui, parce que c'est vous, Alain Gilles, le premier qui avait convaincu sa mère qu'il devait faire du foot, qu'il devait en faire son métier. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Alors, la première chose, évidemment, premier entraînement, il est arrivé le 1er septembre, le premier mercredi de septembre 89 au stade. La première des choses, évidemment, c'était la vitesse, la vitesse de course qui était phénoménale. Et puis, la détente, la psychomotricité qui était déjà très importante à la frappe du pied droit. Pour le pied gauche, on va dire que c'était encore perfectible. Enfin, vous avez vu qu'il avait des qualités exceptionnelles. Exceptionnelles. Et alors, là, cette année-là, j'avais été gâté, puisqu'en plus de Djibril, c'est vrai que l'équipe qu'on voit sur l'écran, c'était une équipe qui était composée de bons joueurs, dont certains sont devenus professionnels. Ah ouais? Donc ça a permis de faciliter l'apprentissage du jeu tactique. Djibril, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Alain Gilles? Bon, il le sait, on en a parlé, mais c'est vrai que c'est lui qui m'a transmis l'amour du jeu, pas du football, du jeu. Il nous a toujours appris que le foot c'était un jeu et qu'il fallait prendre du plaisir avant de mettre tout ce qui peut nous nuire, qui peut nuire au jeu, déjà de prendre du plaisir et de s'amuser. On était des petits garçons et il fallait s'amuser avant tout. À 8 ans, le football à 8 ans, c'est un jeu de toute façon. Djibril, comme Alain, bien d'autres personnes ressentent une immense fierté pour ce que vous avez accompli. Il s'agit de votre famille et plus précisément de votre maman, Kadi. Je vous propose d'écouter le message qu'elle a voulu vous adresser. Bonjour Djibril, c'est maman. Voilà, je voulais te dire que je suis très fière de toi et que tu passais un très bon moment dans cette émission et te dire aussi, malgré toutes les blessures que tu as eues, tu as su te relever et je suis fière, très fière de toi et te dire que je t'aime très fort. Et je te souhaite de réussir dans ta nouvelle vie, Gigi, les habits et tout ce qui suit. Te dire surtout très fière de toi. Tes frères, tout le monde est fier de toi. Nous sommes tous là pour te soutenir et bisous à Gabriel et à ta petite famille.
Voilà, je t'aime très fort. Bisous. Il y a Dieu et juste après, il y a ma mère. Vous êtes dur avec moi, là. Ouais. Non, parce que moi, je sais tout ce qu'elle a fait. Je le dis, je le raconte. On peut se dire, oui, voilà, c'est une histoire comme les autres. Mais ce qu'elle a fait, c'est fort. Bon. J'imagine que quand vous avez commencé à gagner de l'argent, vous lui avez permis d'avoir une vie plus douce. Ouais, mais elle a toujours voulu travailler. Elle a toujours continué à travailler. Ouais, même moi, mon objectif, ça a toujours été de lui construire sa maison et qu'elle ait sa voiture et qu'elle ait plus besoin de se lever à 6 h du matin pour aller travailler, mais elle voulait le faire parce qu'elle avait ses amis, donc elle allait travailler, elle revenait le soir à la maison, elle voulait ça. Bravo en tout cas pour tous. Je voudrais offrir à Djibril un petit cadeau pour finir. C'est le maillot du centenaire du club, de son premier club, l'AC Arlésien. Merci. Parce que s'il y a quelqu'un qui a apporté haut les couleurs de ce club, à partir de ce club, c'est bien Djibril. Ouais. Il y a eu d'autres joueurs quand même. Il y a eu Gaël aussi. Alors, le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et puis bravo pour ce beau parcours. Et puis merci pour tout ça. Une belle personne. Je remercie votre équipe. Je remercie toute votre équipe et remercie Tracy qui a été super. On le fera. Renaud, merci d'avoir joué les journalistes sportifs à mes côtés. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi, merci. On n'est pas programmé pour survivre à nos enfants. C'est anormal. C'est pas possible. En septembre 2013, Gérard et Flore Bella avaient partagé leur douloureuse expérience dans toute une histoire. Elle est partie de la maison, elle a fait 25 minutes de route et elle a perdu la vie à ce moment-là. On a retrouvé Jonathan gisant dans une mare de sang, dans une courette à 40 mètres de la maison. 2 ans et demi plus tard, ils vont se retrouver dans l'histoire continue. C'est pas possible, on peut pas rester là-dessus. Quel que soit le nombre d'années qui peut passer, il n'est pas normal que qui que ce soit puisse te demander pourquoi tu continues tout le combat. Comment leurs enquêtes respectives ont-elles évolué? On ira au bout. Alexia ne peut pas être partie et qu'on lui interdise aujourd'hui la vérité. La suite du combat de Gérard et Flore Bella, ce sera dans le prochain épisode de l'histoire continue. I said there's more to life than rush. Not gonna leave this place without